Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui avec Monsieur Michel Maigret, à qui je vais demander de se présenter. Alors, je vais me présenter avec le masque, donc vous n'allez pas me découvrir complètement. Je suis venu témoigner un petit peu modestement de mon expérience professionnelle, qui est celle d'un directeur des affaires culturelles à différents échelons. Je l'ai été à la région Lorraine, je l'ai été à la ville de Nancy, à la communauté urbaine, puisque maintenant on a un grand mouvement de métropolisation en France, avec à peu près toujours les mêmes compétences dans chacune des collectivités. Donc j'ai fait ça très longtemps. Et puis parallèlement, j'ai été éditeur, qui est aussi évidemment une activité en relation avec le monde culturel. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce que vous faites maintenant ? Alors, j'ai déjà répondu à l'invitation de Loïc Comaille. Et puis, je crois que j'ai voulu faire connaître un métier qui est donc directeur des affaires culturelles. Et vous voyez que dans affaires culturelles, on peut absolument mettre tout. C'est moins précis que d'être administrateur d'un théâtre. C'est moins précis que d'être artiste, évidemment. Peintre, vidéaste, sculpteur, tout ce que vous voulez, etc. Et pourtant, c'est un rôle essentiel. Alors, ça peut être pour susciter des vocations, ça peut surtout pour faire connaître ce métier en sachant que c'est sûr que le directeur des affaires culturelles est en fait un médiateur entre le monde des arts, le monde des arts, les artistes, les créateurs de toute nature, et les décideurs, les financeurs. Généralement, on s'aperçoit que malgré toutes les grandes déclarations, les hommes politiques, les cadres administratifs de haut grade, si vous voulez, méconnaissent le monde de la culture. C'est-à-dire qu'ils le considèrent comme un monde dépensier, essentiellement, sans bien voir l'apport qu'il a dans la vie sociale, dans la vie des gens. C'est beaucoup plus facile de mesurer l'impact de l'urbanisme, l'impact de l'action sociale, que de mesurer l'impact de la culture. Donc ce rôle de médiateur, j'ai envie de le faire connaître pour que ceux qui vont engager une carrière professionnelle, même qui n'est pas du tout dans le domaine de la culture, connaissent un petit peu notre rôle. Et quel est l'objectif principal de cette conférence ? C'est celui que je viens de dire, c'est-à-dire de sensibiliser des jeunes qui sont à la veille ou à l'avant-veille de leur carrière professionnelle à ce rôle de la culture. Ça sera une de mes conclusions, si vous voulez, parce qu'il y a un paradoxe tout à fait clair dans notre société depuis une vingtaine d'années, c'est qu'à la fois il y a un discours extrêmement unanimiste sur la culture, c'est absolument indispensable. Tout le monde doit pratiquer des activités culturelles, les respecter, etc. Et puis demeure toujours, comme quand j'étais jeune, une sorte de mépris, une sorte de condescendance pour l'intello de service, le cultureux de service, par rapport à l'expert, par rapport au technicien, par rapport au scientifique, même si on enregistre aussi une chute dans les vocations scientifiques. Mais il y a un côté un peu flou autour de la notion d'intellectuel et d'artiste qui aboutit donc à ce qualificatif péjoratif d'intello et de cultureux. Donc je voudrais un peu casser ça. Et que direz-vous à un élève attiré par les métiers culturels ? Surtout qu'il y aille. C'est souvent des métiers indépendants, sauf qu'on peut aussi être acteur culturel dans une grande maison, comme les théâtres nationaux, comme les opéras, comme les centres d'art contemporain. C'est une source d'infini. D'abord, c'est une source d'enrichissement personnel. Côtoyer les artistes, c'est vraiment, quels qu'ils soient, plasticiens, littérateurs, musiciens, etc., c'est des gens qui sont ailleurs que chez nous, souvent un peu au-dessus. C'est une source donc d'enrichissement personnel, de joie, de satisfaction du rôle qu'on joue précisément d'intermédiaire, de médiateur. C'est une source d'énervement continuel. C'est une source de gestion d'énervement parce que gestion des égos, parce que le rapport à l'argent sur lequel beaucoup d'artistes crachent est pas si clair que ça, etc., etc. Donc c'est un petit peu comme tous les métiers. Là, je vais vous faire une réponse bateau. C'est que
c'est-à-dire ça, c'est source vraiment de bonheur et source à un moment de déception, voilà. Merci. Et pouvez-vous nous dire comment la Covid a affecté le secteur de la culture? Alors, elle l'a affecté de façon différente. Si on se tient du point de vue, je parle de la France, je ne peux pas extrapoler au Portugal, si on se tient du point de vue purement matériel, le gouvernement ou l'État, le ministère de la Culture, puisqu'on a un ministère de la Culture relativement puissant, a réussi à peu près à compenser les chutes de revenus des salaires, puisqu'on a beaucoup de gens qui sont intermittents du spectacle et on a un système qui a permis à l'État de compenser cette chute des salaires. Le drame, il vient pas de là. Et à mon avis, il y a un vrai problème. D'abord, un artiste a besoin de gens qui regardent son œuvre pour exister. Que ce soit un chanteur, alors tous les artistes l'ont dit, que ce soit un chanteur, que ce soit un danseur, que ce soit un plasticien, que ce soit un chanteur lyrique, que ce soit un chanteur de rap, tout ce que vous voulez, etc. L'absence de scène pendant un an et demi, 2 ans, c'est à mon avis quelque chose de dramatique. Et les enregistrements, le travail de composition, de tout ça ne compense pas ça. Première crainte. Deuxième crainte, c'est l'attitude du public. On a un public, notamment le public, j'allais dire, des 30, même pas des 30, des 40, 50 ans, qui avait pris une habitude depuis 20 ans de beaucoup fréquenter les salles de spectacle, les salles de concert, etc. À la différence des plus jeunes qui maintenant sont beaucoup sur leur écran pour aller écouter de la musique, pour aller voir des films, pour aller voir même des créations vidéo, tout ce qu'on peut faire maintenant. Et ces gens-là, on s'en aperçoit maintenant, ont pris une habitude de consommation culturelle différente. Donc, on a un vrai problème de secteurs qui ont du mal à redémarrer, comme les salles de cinéma. Donc, on a continué à tourner, on continue à sortir des films. On en sort un peu trop, puisqu'évidemment, ils sortent, il y en a qui sont en magasin depuis 1 an et demi, donc ils sortent en même temps, et les cinémas peinent à remplir leurs salles. Je pense que c'est pareil un petit peu pour les théâtres. Et le public a, lui, visiblement, en si peu de temps, pris d'autres habitudes. En témoigne, ce qu'on n'attendait absolument pas, le boom extraordinaire de l'édition. L'édition dans le monde culturel est quelque chose qui est en train de baisser en chiffres, en pratique, etc. Et que ce soit en 2020 ou 2021, le chiffre d'affaires de l'édition est en progression. Alors qu'on a dit pendant longtemps, pendant des mois, les librairies ont été fermées, etc. Et en fait, le secteur de l'édition marche très bien. Alors c'est un peu caricatural de dire ça, mais on sent que dans les nouvelles habitudes compris les Français, la pratique du livre, alors qu'il soit en livre papier ou tablette, a repris un air de jeunesse, et que les salles de spectacle ont un peu de mal à remonter la pente. Pour conclure, avez-vous un mot, un message à faire passer aux élèves du lycée? Merci de votre attention. Non, mais je veux dire, il faut d'abord, vous savez, on a une pratique de la culture qui est beaucoup dictée, notamment en France, par j'allais dire, les pratiques officielles. On a aujourd'hui tendance, j'y reviendrai tout à l'heure au moment de la conférence, à conclure que le champ de la culture, qui, moi, quand je m'en occupais, était plutôt musique classique, lyrique, les théâtres, plutôt théâtres nationaux et pas théâtres privés, etc. On considérait que c'était le champ de la culture était un peu restreint à ça. Le champ de la culture, il est infiniment plus vaste, et donc j'ai tendance à dire que du moment que chez tous les lycéens, si la curiosité perdure, la curiosité pour l'autre, la curiosité pour d'autres formes d'art, et pas seulement ce qui est formaté pour vous séduire, vous, la série, etc. Mais aller se balader sur l'ordinateur et pas regarder seulement la série, mais regarder à un moment quelqu'un qui a créé des images qui vous portent de la révolte, de la poésie, enfin tout ce que vous voulez. Donc j'aurais tendance à dire c'est la curiosité qu'il faut garder.
Merci beaucoup. Je vous remercie de vos réponses et d'être là ici aussi. Eh bien, merci. À bientôt.